Bonjour. Bonjour. Alors l'atelier que nous allons vous présenter aujourd'hui est en lien avec notre dispositif de classe défense et de sécurité globale, donc ce qu'on appelle c'est en lien avec le dispositif de classe défense, les CDSG, que nous avons ouvert dans notre établissement scolaire, donc le lycée Maupassant de Fécamp, où nous sommes toutes les deux enseignantes d'histoire-géographie. On a ouvert ce dispositif l'année précédente. Donc on a décidé d'orienter cette classe défense sur les élèves de terminale qui ont opté pour la spécialité HGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et ce à travers un pôle que l'on a appelé mer et défense. Donc même si le principe de la classe défense est d'être en lien avec une unité militaire, ce n'est pas du tout dans une optique de recrutement, hein, on ne fait pas du recrutement pour l'armée, c'est vraiment un dispositif qui nous permet tout au long de l'année de mener des projets, de pouvoir faire appel à des partenaires, d'avoir parfois même des financements pour ces projets. Et nous, en tant qu'établissement scolaire proche de la mer, enfin Fécamp est quand même une ville tournée vers le maritime, nous avons choisi de l'appeler mer et défense. Donc notre unité marraine est le voilier école de la Marine nationale l'Étoile. Alors c'était très important pour nous de faire ce partenariat, puisque Fécamp est ville marraine de l'Étoile, et elle et sa sœur, la Belle Poule, sont deux goélettes qui ont été construites à Fécamp dans les années 30 au chantier de Normandie. Donc il y a un lien très fort qui se fait entre Fécamp et cette unité marraine. Et les projets que nous menons tout au long de l'année ont tous un lien avec le programme. Voilà, ce ne sont pas des projets qui sont forcément à part, on essaie de relier tout avec notre programme, donc avec les notions de guerre et de paix, d'environnement, de mémoire des conflits. Et dans le cas précis d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est de faire travailler les élèves sur l'histoire locale et à partir du patrimoine. Voilà, donc le chapitre qui va nous intéresser est celui du patrimoine. Alors pour ce qui est de la ville de Fécamp, donc l'activité pêche a aujourd'hui presque totalement disparu de Fécamp, mais son souvenir imprègne encore très fortement la culture locale, et le Fécamp d'aujourd'hui est très largement tourné vers son patrimoine maritime, à travers des biens matériels, mais également à travers des pratiques qui ont traversé les générations. Alors nous sommes toutes deux d'ailleurs petites filles et arrière-petites filles de Terre-Neuva, donc c'est un sujet qui nous intéresse aussi particulièrement. Et c'est dans cet esprit que nous avons décidé de mener avec nos élèves de terminale HGGSP un projet filé sur toute l'année. Donc là en fait on ne va pas vous présenter vraiment seulement une séance, mais plutôt quelque chose qu'on a décidé d'étaler sur l'année, autour des Terre-Neuva, hier et aujourd'hui. Alors, après une présentation de l'approche scientifique et universitaire du sujet, Katia Fiollet et moi-même, toutes deux enseignantes d'histoire-géographie au lycée Maupassant et référentes défense dans ce dispositif, nous allons vous proposer les grandes lignes justement de ce projet filé à travers la séance d'accroche et avec la transcription didactique et pédagogique de ce savoir que nous avons commencé à tester là, dès le mois de septembre avec notre classe de terminale, qu'on se partage toutes les deux, Katia en HGGSP et moi en tronc commun. Alors la partie scientifique devait être présentée par Colin Marais, qui était notre troisième intervenant. Donc Colin Marais, qui était professeur d'histoire-géographie, titulaire d'un master d'histoire sous la direction de Christian Chevandier, qui portait sur les Terre-Neuva de Fécamp et la police municipale du Havre sous la Troisième République, et qui avait très récemment soutenu sa thèse de doctorat, co-dirigée par Emmanuel Cronier et Philippe Nivet, qui portait sur les Terre-Neuva de Fécamp durant la Seconde Guerre mondiale. Il est un des rares à avoir mené vraiment un gros travail de fond, un gros travail universitaire sur les Terre-Neuva de Fécamp. Mais il est brutalement décédé au mois de juin. Donc nous avons quand même souhaité lui rendre hommage en présentant à sa place, en son nom et avec ses mots, la partie scientifique, car en tant que jeune docteur, fraîchement diplômé, et également descendant de Terre-Neuva,
il était très enthousiaste de participer à ces rendez-vous pour faire partager son travail et sa passion. Donc je vous présente la partie scientifique que Colin aurait dû présenter. Alors Fécamp est un port qui a modestement commencé au XVe et XVIe siècle avec l'activité de la grande pêche. Il a ensuite vivoté un petit peu au XVIIe, XVIIIe siècle du fait des problèmes liés à son entretien, mais il s'est considérablement développé au cours du XIXe et du XXe siècle. Il s'élève même à la place de premier port français en 1866 et il devient le premier port morutier d'Europe en 1938. Alors les Terre-Neuvas sont donc héritiers d'une histoire qui est quand même pluriséculaire et ils font preuve d'une identité qui est quand même très particulière et qui est spécifique véritablement à leur corps de métier. Ils sont enclos dans ce qu'on peut appeler un territoire un peu circulatoire, pour reprendre l'expression d'Alain Tarius, représenté par l'Atlantique Nord, les bancs de Terre-Neuve et la liaison avec Fécamp. Issus souvent de véritables dynasties de marins, les Terre-Neuvas habitent soit dans des petits villages autour de Fécamp tournés vers la mer, comme Dibord par exemple, soit à Fécamp même, où ils habitent souvent dans des quartiers qui sont tournés vers la mer. Donc par exemple ici, un quartier un peu entre le quai Bérigny, la rue des Prés ou encore la rue d'Étretat. Ce qui provoque un certain isolement géographique et une séparation entre le Fécamp des marins d'un côté et le Fécamp des terriens de l'autre. Donc les Terre-Neuvas sont à Fécamp devenus aujourd'hui un symbole. C'est vraiment un peu l'emblème de la ville, celui d'un âge d'or qui est un peu révolu, celui de la grande pêche, que ces marins pratiquaient jusqu'à 9 mois par an, dans des conditions souvent dantesques, avec un climat qui pouvait être très difficile sur les grands bancs, des cadences de travail également infernales. Si le poisson était là, on pouvait travailler jusqu'à 18 heures par jour. Et de même, au niveau des liens familiaux, ils étaient quand même très affectés par les longues absences en mer des marins. Donc face à ces conditions difficiles, que ce soit en mer ou sur terre pour les familles restées à terre, dû à l'absence du soutien principal de famille, qu'une foi omniprésente et assez originale, associée à des lieux et à des pratiques, se développe. Et ce sont ces deux points que Colin avait choisi de développer pour illustrer le travail qu'on va ensuite mener avec les élèves. Donc la religion chrétienne, c'est l'un des éléments importants de l'identité maritime française. Et à Fécamp, la religiosité, elle prend un tour particulier. Donc là, on va se concentrer surtout fin 19e et 20e siècle, entre d'une part un recul quand même progressif de la piété, mais d'autre part une permanence quand même de cette religion, puisque le rapport à la religion à Fécamp entre les gens de mer et la religion est très fort depuis le Moyen-Âge. Donc les Terre-Neuvas de Fécamp font montre vraiment d'une grande piété. Et c'est d'ailleurs pour répondre à cette idée d'absence de viande les jours de carême qu'on avait initialement encouragé les marins à pratiquer cette grande pêche. Mais fin 19e, début 20e, cette fois elle devient un peu plus souple et elle est colérée en fait à l'évolution de la pêche. Donc contrairement à d'autres ports, par exemple les ports bretons comme Cancale par exemple où ça demeure très très intense, à Fécamp on a un petit peu de recul quand même. Mais les aléas qui sont liés au métier de la grande pêche, les risques de disparition par naufrage, d'être emporté par la mer quand on est sur le pont, contribuent à entretenir quand même une importante piété. Et cette foi est tempérée par aussi la dictature d'une rentabilité que les Terre-Neuvas doivent atteindre coûte que coûte. Ils sont esclaves de l'horloge, esclaves des prises, peut-être un peu plus que les autres marins. Et le déclin de la foi est aussi associé à la fréquentation de l'école laïque. Pour ce qui est de Fécamp, l'école communale du port, l'école des marins, a ouvert en 1907 et marque peut-être aussi un petit recul de cette foi. Donc le rapport à la foi est un petit peu plus lâche, plus distant qu'il ne pouvait l'être dans les époques précédentes, mais il est quand même toujours présent. Cette foi, elle est aussi générationnelle. La religion catholique est pratiquée quand même de génération en génération. Par exemple, vous avez Joseph Lecoeur, qui est capitaine du bateau Joseph Duhamel, il est d'origine bretonne,
Il a été éduqué par sa mère, qui était vue comme étant une sainte femme, et qui va élever spirituellement ses 4 enfants qui vont être destinés ensuite à la grande pêche. Donc là, on voit le rôle fondamental dans une société où il y a reproduction sociale et absence des marins se conjuguent. Le rôle des femmes dans l'éducation religieuse et le culte marial est très important. Donc il s'agit d'une foi assez particulière, qui est surtout tournée vers les saints, vers Dieu, rarement vers Jésus en fait finalement. Jésus est presque jamais invoqué, mais ce qui est beaucoup invoqué, c'est la Vierge Marie. Voilà. Donc la Vierge, qui est une figure maternelle, qui apparaît comme étant la figure protectrice pour les marins. Ils sont parfois très tôt privés de leur mère en allant naviguer sur les bancs. Donc la figure de la Vierge est assez rassurante. Et cette foi, elle est également personnelle. Donc les marins souvent cachent les crucifix qu'ils portent autour du cou. Sur les bateaux, ils vont prier, mais mentalement. Et ils ne laissent pas voir leur foi aux camarades. La peur ne doit pas se transmettre. Donc on prie mentalement pour ne pas faire peur aux camarades, et il ne faut pas oublier qu'on est dans un milieu qui est quand même uniquement masculin à ce moment-là, et l'expression de la foi, elle cadre mal quand même avec une expression de la virilité sur les bateaux. Alors il existe quand même quelques expressions collectives sur les bateaux de cette foi. Alors par exemple, quand les bateaux sortaient du port, comme vous pouvez le voir ici sur la carte postale, les 3 coups de corne de brume des Morutiers en partance vers les grands bancs en l'honneur de la Vierge et de la chapelle Notre-Dame du Salut, qui est sur les hauteurs de Fécamp. Et la pratique de la messe ne s'interrompt pas non plus totalement à bord, où le capitaine va également prier pour demander une bonne pêche, une absence de mauvais temps ou une absence d'accident sur son bord. Il y a également des messes collectives qui sont principalement organisées lors des décès, quand il y a un accident, un décès de marin, mais ça se raréfie de plus en plus en raison de l'amélioration de la sécurité sur les bateaux, surtout à partir du moment où on passe des cordiers, comme on peut voir ici, aux bateaux à vapeur. Alors pour ce qui est de la foi à terre, cette foi à terre, elle est, je sais pas comment ça annoncer, voilà, Notre-Dame de Salut et les aumôniers. Donc la foi à terre, elle est également présente et elle est pratiquée peut-être de manière un petit peu plus constante. Elle est pratiquée d'une manière assez directe. Par exemple, la mère de Jean Rocher, qui va à la chapelle de Notre-Dame de Salut, que vous pouvez voir ici, assez régulièrement pour mettre un cierge, pour que Jean Rocher et ses frères, qui sont également Terre-Neuve, aient un beau temps, une bonne pêche et que tout se passe bien pour eux. Et les armateurs également, l'attitude des armateurs témoigne au moins en façade de l'importance de la religion. Alors même si progressivement ils cessent de donner des noms religieux à leurs bateaux, on continue quand même de les bénir. Donc la bénédiction du bateau, elle reste importante, même si les noms vont changer. On va finir par avoir des bateaux qui vont s'appeler le Ginette le Borgne, le Viking, le Cap Fanier. Voilà, on n'a plus des noms religieux, on va progressivement laïciser les noms des bateaux. Ce qui n'est pas le cas pour les ports bretons, par exemple, où on garde encore une importance aux noms religieux pour les bateaux. Et pour ce qui est des marins, la pratique de la foi à terre est quand même assez distante. Voilà, c'est plutôt la femme qui se charge de transmettre aux enfants de Terre-Neuve l'éducation religieuse, comme on l'a dit tout à l'heure. Les hommes fréquentaient peu finalement l'église Saint-Étienne seulement pour les messes ordinaires, et une fois qu'ils étaient mariés, ils la fréquentaient quand même de moins en moins. Une pratique qui reste cependant pratiquée, c'est la montée à genoux jusqu'à la chapelle Notre-Dame du Salut. Donc pour ceux qui sont déjà à la Fécamp, c'est un exercice très difficile, mais c'est une pratique ancienne qui remonte au Moyen-Âge et qui est encore pratiquée dans les années 40, même quelques témoignages encore dans les années 50. Donc on monte à genoux jusqu'à la chapelle Notre-Dame du Salut par cette sente que vous voyez ici qui s'appelle la sente aux matelots, qui est une ancienne voie gallo-romaine. Donc l'importance de cette pratique, elle perdure. Et arrivé en haut, une fois qu'on est arrivé en haut, les matelots déposent dans la chapelle des offrandes, des ex-voto, après des naufrages. Voilà, même un naufrage qui a été évité ou un naufrage vraiment effectif. Et les Fécampois continuent de le faire jusque dans les années 60.
Là, vous avez l'exemple ici, là, dans les années 50, d'un vitrail qui est offert suite au naufrage du bateau le Ginette-le-Borgne. Donc c'est voilà, quelque chose qui perdure quand même. Donc les marins, ils tentent finalement, avec toutes ces pratiques, ils tentent d'éviter le pire et ils sont dans une attitude active justement pour éviter le pire. Et cette chapelle de Notre-Dame du Salut, c'est une chapelle qu'on pourrait dire un petit peu privée à ce moment-là, puisque elle est fréquentée quasiment que par des populations maritimes. Elle est à l'écart du centre-ville de Fécamp, hein, elle surplombe, elle est sur les falaises, et c'est vraiment la chapelle des marins, et on recrée un petit peu cet isolement que le marin connaît une fois qu'il est en mer. Donc cette superstition, en plus de la religion, on peut rajouter également tous les éléments superstitieux qui sont propres aux marins et qui restent quand même monnaie courante. Par exemple, vous connaissez les différents refus, hein, on n'embarque pas un cochon, on n'embarque pas un lapin, et on embarque encore moins une femme. Sauf lors de la Saint-Pierre, qui a lieu chaque année, mais sinon, embarquer une femme reste quand même l'objet d'un interdit. Donc ces superstitions, elles se mélangent un petit peu au rite catholique. Par exemple, un capitaine qui va placer une vierge à côté du baromètre qui est en train de chuter, et donc on place la statue de la Vierge à côté en espérant faire remonter le baromètre pour qu'on ait un meilleur temps arrivé sur les bancs. Donc, autre pratique un peu superstitieuse, les Fécampois évitent généralement d'appareiller le vendredi. On préfère les jours qui suivent le dimanche de la Saint-Pierre-des-Marins en février, parce qu'un navire qui part le vendredi n'est pas sûr de rentrer au port, selon un dicton marin. Donc plusieurs raisons expliquent cette permanence jusqu'au XXe siècle de certaines de ces pratiques, de certaines de ces croyances. La pêche, même si on a motorisé les bateaux, la pêche reste quand même un milieu dangereux. Hein, la mort, elle guette sur le pont, la maladie également, il n'y a pas que la mer, il y a aussi l'aspect maladie. Et cette idée de la malmort, de la mort qui est violente, qui est anormale avant l'heure, on n'y est pas préparé, et cette mort, elle hante les marins. Elle hante également les gens à terre. Donc c'est pour ça qu'on développe des rites particuliers qui sont parfois à la limite de la superstition, mais ils sont quand même très très présents et très importants. Et là encore, pour se prémunir du mauvais œil, on a la présence de Dieu, de la Vierge, des superstitions. Il faut vraiment s'entourer d'un maximum de protection pour pouvoir éviter le pire. Et ces superstitions, justement, elles transcendent un petit peu les générations, puisque généralement, comme on a une certaine reproduction sociale, quand vous êtes marin, vos enfants seront marins, etc. Et généralement, votre mère est également soit elle, fille de marin, ou alors travaillant dans le milieu de la pêche, une ramandeuse, une filetière. Donc ça facilite la transmission de ces rites. Voilà, la reproduction sociale facilite la transmission des différents rites. Donc la foi des Terre-Neuva est donc, à l'instar de plein d'autres communautés maritimes finalement, très majoritairement catholiques, teintées de superstitions qui sont suivies par les plus jeunes mais également par les plus vieux. Et on se retrouve tous finalement dans des pratiques comme la Saint-Pierre-des-Marins ou les bénédictions de la mer qui vont rythmer finalement la vie sur le littoral normand. Donc ça c'est notre deuxième point, donc sur les pratiques avec plus particulièrement la Saint-Pierre-des-Marins. Donc la Saint-Pierre, c'est un événement qui est quand même très important. Célébré pour la première fois à la fin du XIXe siècle à Fécamp et pérennisé à partir de 1902. Donc elle est en l'honneur de Saint-Pierre qui est le patron des marins. La célébration elle a seulement été suspendue de 1915 à 1919, hein, vous vous doutez pourquoi, avant de reprendre son cours normal jusqu'à son interruption en 1968. Donc elle rassemble le clergé paroissial, le clergé métropolitain, ainsi que plusieurs notabilités locales. Et le but quand même, c'est de bénir tous les bateaux avant qu'ils repartent vers les grands bancs. Et dans tous les villages, là on va parler surtout de celle de Fécamp, mais finalement tous les villages alentours, Yport, Watteau, Étretat, ont également leur Saint-Pierre-des-Marins. Donc le temps fort à Fécamp, il a lieu le premier samedi du mois de février, soit juste avant la première campagne moritière de l'année, à l'exemple des bénédictions de la mer qu'on pouvait retrouver à Boulogne-sur-Mer ou à Étaples. Donc cette création, elle est très récente, hein, je vous ai dit, fin 19e, à peu près vers 1879, mais il y a certains historiens locaux, comme Daniel Vance, qui font remonter cette fête bien plus en amont au Moyen-Âge. Par exemple, en 1604,
le 15 août, on avait une fête un peu similaire à l'initiative de la confrérie Notre-Dame qui rassemblait les morutiers du port. Donc cette fête, elle est créée à l'initiative des armateurs de la Grande Pêche et des capitaines qui vont illustrer quand même dès le début ce caractère assez corporatiste et unitaire de la célébration. Donc pour l'organiser, on va aller puiser les fonds dans la caisse de secours, on va prendre les sommes nécessaires dans la caisse de secours des marins. Et cette caisse, on entend bien la garnir également avec cette célébration, puisqu'une quête était organisée juste avant, donc là vous avez l'église Saint-Étienne, donc avant la messe on organisait une quête au profit de l'orphelinat Saint-Michel et de la famille du marin. Donc le cérémonial, il change un petit peu d'année en année et il est rapidement réglé. Finalement, on va apporter, d'année en année, on va apporter des modifications. À chaque fois, on va l'embellir davantage. On va amener une fanfare, on va créer un cortège de plus en plus important qui traverse finalement tous les quartiers maritimes, le quai Bérigny, la rue des Prés, l'église Saint-Étienne. On retrouve tous les lieux importants. Et on va commencer à partir de 1909 à faire communier les jeunes. Voilà, donc ce qui attire encore une fois du monde. Et l'après-midi, un premier banquet qui réunit les notabilités maritimes, religieuses et politiques. Tout le monde est convié à la fête. Les nombreux deuils qui accompagnent la Grande Pêche durant la Grande Guerre, tant pour les marins qui sont mobilisés, mais aussi pour ceux qui continuent d'exercer leur métier de la pêche, vont entraîner de nouveaux changements. Par exemple, en 1925, à partir de 1925, on va déposer une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts pour justement leur rendre hommage. Et à partir de là, on continuera de déposer cette gerbe de fleurs. Et ensuite, la cérémonie, on va changer un peu les dates, aura lieu le premier dimanche de février. Donc résultant de tous ces changements, la Saint-Pierre acquiert dans les années 30 sa forme un petit peu définitive. Donc qui ressemble quand même assez fortement à la fête du Grand Pardon qu'on pouvait trouver à Saint-Malo à ce moment-là. Et plus la fête se métamorphose, plus on a une fréquentation qui est nombreuse. Et le cérémonial est définitivement réglé en 1938. Voilà, la Saint-Pierre de 1938, on a à peu près fixé le cérémonial. Elle commence rue Bérigny, quai Bérigny, au syndicat des armateurs, à 9h15, c'est précis, dans un cortège que précèdent les jeunes marins qui vont porter des maquettes votives. Il y a un rôle commémoratif ici en portant ces maquettes votives pour les marins disparus. Ensuite, la grande messe. On arrive à l'église Saint-Étienne, 9h30 pour la grande messe, qui est sous la présidence de Monseigneur Petit de Juleville, qui est archevêque de Rouen. Donc, le fait d'avoir l'archevêque de Rouen qui est présent pour la fête montre l'importance ici qu'on donne à cette Saint-Pierre des marins. Ensuite, on a la quête qui est organisée justement pour les œuvres de charité. Et pour la fête, alors ici c'est une photo de 2003 mais ça marche pour 1938, on va décorer l'église. Donc on va parer l'église de fleurs, de draperies brodées d'or, de multiples pavillons, on va décorer les piliers avec des bouées. Voilà, on met vraiment l'importance sur la décoration qui rappelle finalement qui rappelle la mer. Et dans cette cérémonie, on rend hommage aux marins morts, mais également aux vivants. Voilà, il n'y a pas que les morts, on va également rendre aux marins vivants. Et le fait que tout le monde soit rassemblé, les familles, le clergé, les notabilités locales, on a une certaine forme d'unité. Donc les marins y viennent pour la communion, pour la cérémonie, et le public est vraiment très très nombreux. À 11h15, c'est le dépôt de la gerbe de fleurs donc au monument aux morts qu'on a expliqué tout à l'heure. 11h30, on entame la bénédiction des navires. Et c'est là qu'il y a le plus de monde, puisque les gens se massent sur le quai pour assister justement à la bénédiction des différents navires qui vont partir dès le lendemain sur les grands bancs. Et c'est à cette occasion, c'est la seule fois de l'année où les femmes et les enfants peuvent monter à bord. Donc là, on casse un petit peu la barrière entre les terriens et les marins et on peut justement aller voir un petit peu comment ça se passe sur le bateau. Et la journée se termine par des moments de convivialité, parce que c'est important aussi. Donc celui le plus huppé, si je peux dire, se situe au casino. Voilà, les notabilités locales vont se retrouver au casino, mais vous avez également des bals qui sont organisés un petit peu partout, au Halles, à l'auberge de la Rouge par exemple, qui est un petit peu plus loin sur la commune de Saint-Léonard. Donc il y a une fréquentation un petit peu plus populaire. Donc les bals un peu plus populaires voient surtout venir les marins jeunes, les marins célibataires,
puisque ceux qui vont prendre voilà, plusieurs apéritifs jusqu'à des heures tardives, mais les marins mariés généralement restaient à la maison pour passer la veille de l'embarquement en famille et profiter des dernières heures avec la famille. Et le lendemain, à 11 h, l'église Saint-Étienne accueille pour une nouvelle cérémonie les veuves et les orphelins, pour rendre un hommage cette fois-ci plus spécifiquement aux marins qui ont péri en mer. Et ensuite, on offre un goûter pour les orphelins de la mer par le comité de la Saint-Pierre. Donc là, on est vraiment dans une idée de concorde, dans une idée de certaine unité. On va mettre en avant l'exemple de la famille, la promotion de la famille modèle. On est un petit peu dans une vision moralisatrice, hein. On oublie les débordements de la veille suite aux différents bals. Là, on est vraiment dans la mise en avant de la famille, de l'unité, mais également pour les marins eux-mêmes, c'est le moyen de se retrouver avant de repartir ensemble. Puisque là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'ils n'ont pas été en mer, donc vous avez eu la séparation, le retour à la vie sur Terre, et là, il faut qu'ils se préparent à réaffronter l'embarquement et la vie tous ensemble en mer. Donc on a un petit peu aussi ce rite de passage qui va les apprendre à se remettre ensemble et avant de partir. Et la fête remet aussi en avant la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que tout le monde est présent à la fête, mais chacun a sa place. Les armateurs sont d'un côté, les notabilités locales, et ensuite les familles des marins. Donc on retrouve une certaine hiérarchie qui reste finalement dans cette pratique. Donc cette rapide, je l'espère, présentation a permis de mettre en avant des lieux, quand même. Là, je vous ai parlé de pas mal de lieux, je vous ai parlé de plusieurs pratiques qui sont assez centrales quand même dans la vie des Terre-Neuvains et de leur famille. Et comme toile de fond, il y a quand même quelque chose qui est ressorti à chaque fois, c'est quand même ce sentiment de peur de la mort, et aussi bien pour les marins que pour les familles qui sont restées à terre. Donc là, avec les élèves, il va s'agir dans notre travail de s'interroger justement sur cette question de l'absence familiale et de l'angoisse, hein, d'où notre titre, de l'incertitude, de la perte ou des non-retrouvailles, à la fois en mer et sur terre. Et s'interroger ensuite comment ces sentiments se matérialisent dans l'espace et dans les pratiques sociales de la ville de Fécamp d'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'une séance, mais vraiment d'un projet plus global qu'on a mené dans le cadre du programme de AGGSP, et également avec l'idée de la préparation au grand oral. Donc initialement, on avait prévu commencer ce projet après les écrits de spécialité, donc après le mois de mars, pour pouvoir profiter voilà, de plus de temps, de plus d'heures avec les élèves pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais le changement de calendrier du bac a un petit peu perturbé nos plans. Donc on a décidé de commencer là dès le mois de septembre pour avoir le temps finalement d'arriver jusqu'au bout à la fin de l'année. Donc Katia va vous présenter ce qu'on a prévu avec les élèves. Eh bien, notre idée de départ, tout début, c'est un fait qui s'est passé en février 2022 et qui a provoqué une émotion très importante à Fécamp, dans beaucoup de familles, la nôtre, je pense aussi. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé, qui a été la chute du calvaire. Vous avez peut-être entendu parler, le calvaire des marins est tombé avec la falaise, en fait, et ce fait a bouleversé les Fécampois, on en a beaucoup parlé, il y a eu une vague d'émotions en fait. Donc nous on est parti de ce fait en disant est-ce que les élèves ont conscience finalement, est-ce que les jeunes ont conscience et comprennent cette émotion? Est-ce que cette émotion qui, Camille vous a dit on est de famille de marins, mais nous on ne l'est pas du tout, nos pères ne le sont pas. Donc ça remonte à nos grands-pères, arrière-grands-pères, et pourtant effectivement, on a ressenti cette émotion également, et on l'a ressenti à travers notre famille. Donc on s'est demandé, est-ce que la génération des lycéens a compris cette émotion et comprend l'impact que ça a dans notre patrimoine et par rapport à la culture de Fécamp. Donc on est parti de ça, et la séance, elle va démarrer par ça en fait. Patrimoine, évidemment, je suis en AGGSP, donc j'ai mon thème sur le patrimoine et la patrimonialisation, c'est super. J'avais promis à mes élèves que je ne bloquerai pas sur le mot. Et puis la classe défense, évidemment, puisque là on va parler du patrimoine maritime local. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre l'histoire locale, le patrimoine local, le patrimoine régional, le littoral, puisque en fait ça impacte tous les villages et ça impacte jusqu'au Havre, hein,
Colin, il a travaillé aussi sur le Havre. Et puis, de faire le lien avec un patrimoine familial. Et on part à ce moment-là du patrimoine familial. On décide de partir du patrimoine familial et de voir si les élèves ont encore conscience de ce patrimoine. Donc le premier travail, ça a été une fiche où effectivement on leur a demandé: est-ce que vous avez entendu parler de la chute du calvaire? Si oui, ben comment? Par quel biais? Par quel média? Est-ce que vous en avez parlé en famille? Et est-ce que vous avez dans votre famille des marins, des anciens terre-neuvois? Est-ce que vous parlez en fait de ce passé maritime? Et on est parti, on leur a demandé également un dossier de recherche, donc des articles ou des articles de journaux ou des articles dans des magazines. Voilà, on leur a demandé de trouver ces articles et d'en faire une synthèse. Alors, vous voyez bien, hein, ces côtés didactiques, pédagogiques qui retrouvent aussi le dessus. Donc, ce travail de recherche, il est peu cadré, parce qu'on voulait justement qu'il y ait la possibilité d'entrer en contact avec les familles, qu'il y ait des questionnements. Donc si on avait trop cadré, on avait peur que ce langage ne se fasse pas, que cette communication ne se fasse pas. Donc il est peu cadré sur le contenu, en tout cas, sur les attentes du contenu. En même temps, on leur demande de faire un tri parce qu'on leur demande entre 3 et 6 documents, pas plus. Donc obligé de choisir les documents, de choisir ceux qui leur paraissent les plus pertinents. Ce ne sera pas du tout les mêmes entre chacun des élèves d'ailleurs, même si on trouve des articles communs entre tous. Et puis on leur donne la possibilité de faire ce travail à 2 s'ils le veulent. Alors, le fait de vouloir les faire en binôme, ça a été intéressant, ça on n'avait pas du tout anticipé. Mais il y a un binôme où ils n'ont pas pu faire la synthèse en commun. Ils ont fait le travail de recherche en commun, le dossier de presse en commun, mais pas le travail de recherche, pas la synthèse, parce qu'en fait, leur histoire familiale n'était pas la même. Et que donc, du coup, on s'est rendu compte qu'ils ne vivaient pas les choses de la même manière, parce que justement, l'un d'entre eux avait une famille avec des ancêtres marins, et l'autre pas. Et en fait, donc, ils n'ont pas du tout vécu les choses de la même manière, et leur synthèse n'était pas la même. Alors ça, c'est des choses intéressantes qui arrivent alors qu'on ne les a pas du tout anticipées. Mais c'était intéressant de l'observer. Donc on est parti de cette échelle familiale et en deuxième séance, on est revenu à une échelle locale, une échelle urbaine, à l'échelle de Fécamp. Et on leur a montré une vidéo d'accroche qu'on va vous montrer également, qui dure peu de temps. Voilà. En partant de l'ancien calvaire vers le nouveau, et ensuite du nouveau vers l'ancien. Donc d'un calvaire à l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas Fécamp, de mettre quelques images sur ce dont on vient de vous parler. Nos élèves, ils ont trouvé que c'était complètement inutile. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais nous on connaît en fait. Mais en discutant, on connaît et en même temps on ne se rendait pas compte de quel sens pouvait avoir tout ça. Et on connaît, on est tous les jours, on baigne dedans, nous ont-ils dit, et en même temps, on se rendait plus compte finalement de quel endroit, du sens que ces endroits, ces lieux avaient pour la population et pour nos familles parfois. Donc en fait, on a continué ce travail, on a continué un retour sur leurs recherches, on avait trié les articles qui nous paraissaient les plus intéressants dans leur dossier. On en a, nous, également, on a complété avec des documents iconographiques, des articles, des ouvrages d'historiens locaux, de Marie-Hélène Desjardins qui s'occupe du patrimoine, voilà, donc on leur a donné beaucoup d'iconographie d'ailleurs, et on a débouché avec eux sur 3 orientations concernant le patrimoine, qui étaient les lieux, donc Camille vous a déjà beaucoup parlé, parce que c'était aussi le travail de Colin, les moments, la fête des marins par exemple, la Saint-Pierre-des-Marins, mais également la mémoire, la patrimonialisation. Alors là c'était plus compliqué, mais ils avaient bien retrouvé tous ces éléments-là. Ils n'avaient pas nommé ces éléments, mais ils les avaient retrouvés. Et on a fait 3 groupes, dans 3 salles différentes. On a la chance, sur nos heures, de pouvoir le faire, où ils étaient en partie en autonomie. On leur a mis les documents à disposition dans la salle, et ils devaient nous faire un diaporama assez succinct. Donc 2 contraintes. 2 contraintes, une contrainte temporelle, il fallait que ce soit une synthèse, c'est ce qu'on veut travailler avec eux, c'est aller à l'essentiel, voir l'essentiel, et pouvoir en faire une synthèse. Et une deuxième contrainte, dans l'espace, cette fois-là, les documents, ils sont autour de la salle, on n'a pas le droit de les prendre. Les élèves travaillent au milieu de la salle, ils vont chercher des informations, ils reviennent dans le groupe de travail, et ils doivent l'avoir en partie mémorisée, et en partie déjà résumée ou synthétisée. L'idée là, c'est d'éviter les copier-coller de documents qu'on prend et puis qu'on recopie sans même comprendre. Parfois, on pense globalement que ça va être dans le thème. Là, l'idée, c'est vraiment, on ne peut pas, vous voyez, les documents sont autour, là on le voit, là on voit cet élève qui cherche une information que les autres attendent en fait. Il y a eu une question, il y a eu un besoin, et en fait l'élève va chercher les informations dans les documents et revient ensuite avec l'information. Donc effectivement, il n'y a pas possibilité de copier-coller, ce qui nous intéressait. Et puis il y a beaucoup d'échanges en fait. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important, ça tu ramènes, mais non, finalement on n'en a pas besoin pour l'instant. Il y a tout ce travail de discussion qui se fait et qui était important. Et qui a permis une synthèse vraiment, de vraiment sélectionner les informations qui étaient les plus pertinentes. Cette séance-là, qui s'est passée en fait, je vous dis, sur 2 heures, c'est très très bien passé. On a bien vu là les élèves qui passaient effectivement, qui discutaient de ce passage entre ce patrimoine qu'on a sous les yeux tous les jours. Ben, finalement, on ne comprenait pas le sens et on commence à comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il implique. Je commence à comprendre, une élève nous a dit, mais moi je ne savais pas, mais mon arrière-grand-père, il est pas revenu, il est mort en mer. On n'a pas de sépulture, on n'a pas de lieu. Et effectivement, je ne savais pas en fait que mes grands-parents mon arrière-grand-père était marin. Donc il y a eu toutes ces discussions-là où les élèves se disaient ben oui, mais moi oui, je suis de Fécamp, mais ma famille était une famille de Terre-Neuve, je ne savais pas. Enfin, il y a eu toutes ces discussions-là. Et du coup, des grands-parents qui disaient ben moi j'ai participé à la Saint-Pierre-des-Marins. Et tout ça est arrivé et a alimenté cette séance. Et alors, au niveau de ce qu'on voulait quand même qu'ils mettent en avant sur les lieux, les pratiques et la mémoire, je vais vous faire... alors, ils ont commencé vraiment à bien trouver. Je vais vous faire un rapide petit topo des lieux qui nous intéressent, puisque c'est des lieux qu'ensuite on va réutiliser pour le chapitre de la GGSP sur le patrimoine.
Donc ce sont des lieux qui sont encore très emblématiques dans la ville de Fécamp aujourd'hui. Donc pour le groupe qui travaillait sur les lieux, ils ont réussi à trouver tout ce qu'on attendait finalement. Donc dans les lieux importants, on retrouve cette sculpture qui s'appelle, enfin c'est une femme de pêcheur qui est face à la mer, donc c'est une statue qui s'appelle L'Attente, donc du sculpteur Georges Turot. Elle a été inaugurée en 1953 et alors les élèves la connaissent parfois plus sous le nom de Notre-Dame de Cuverville par rapport à son orientation. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nom, mais Cuverville, c'est pas du tout une ville qui est derrière Fécamp, c'est le cul vers la ville. Donc c'est comme ça que la statue est surnommée à Fécamp. Donc cette statue, elle est censée symboliser la longue attente et l'angoisse des femmes qui sont restées à terre. Autre lieu important, celui-ci, alors étrangement, on aurait pu s'attendre à le voir au bord de mer, mais pas du tout. C'est le cénotaphe des marins péris en mer, donc qui est quand même un petit peu excentré par rapport au littoral, mais c'est un monument très important. Il a été inauguré le 6 février 1905 par le maire de Fécamp et il est fleuri chaque année durant la Saint-Pierre des Marins. Donc ce moment est vraiment très important parce que ça symbolise véritablement ce qu'il manquait à Fécamp avant pour les gens de mer, c'est-à-dire un endroit pour se recueillir. Puisque généralement, ceux qui étaient morts en mer, on avait une absence de sépulture. Qui dit absence de sépulture dit aussi absence de lieu de recueillement. Donc, et un recensement qui a été réalisé assez récemment par la Maison du Patrimoine, par les archives municipales, fait état de 582 marins embarqués à Fécamp, déclarés noyés ou péris en mer entre 1873 et 1913. Donc ce chiffre, qui est quand même assez élevé, montre qu'il est probable que ce bilan a contribué à légitimer cette envie d'avoir un monument pour pouvoir se recueillir en l'absence de sépulture. C'était très dur pour les veuves. Et il faut imaginer à ce moment-là, alors ça c'est un apport que les élèves ne trouvent pas, mais qu'on va apporter ensuite, mais quand le marin était déclaré perdu en mer, il fallait attendre 10 ans d'absence pour que la veuve puisse toucher une pension. Donc c'était très long, vous imaginez bien dans les conditions de vie à l'époque, et surtout le remariage pendant cette période de 10 ans était quand même assez mal vu. Donc d'où l'importance également des sociétés de secours et de patronage qui étaient présentes pour aussi aider ces femmes. Donc on retrouve sur ce monument, alors ce que les élèves vont apprendre à décortiquer, donc vous avez cette importance de la mer, on a choisi un petit peu de faire comme les Vikings, mais on retrouve l'importance de la ville et de la religion. Donc vous avez le blason de la ville qui est tout en haut, et on ne voit pas très bien, mais il y a une croix chrétienne qui est juste à côté du blason de la ville, donc qui montre là encore cette importance entre les deux. Et au moment de l'inauguration de ce monument, qui part d'ailleurs d'abord des autorités locales, les marins obtiennent à ce que le clergé de l'église Saint-Étienne bénisse le monument. Donc là, on retrouve cette importance de la religion dans les pratiques par rapport à ce lieu. On a également le monument aux morts, dont vous parlez tout à l'heure. Donc ce monument, il est aussi un peu, pas original, mais c'est un des rares monuments où on retrouve un poilu qui tient la main d'un marin. Donc là aussi, un monument quand même très important. Donc il est dû au sculpteur Alfred Sicard, et c'est un monument très central dans la ville. Ma chapelle. Il y avait la chapelle Notre-Dame de Salut, là j'ai pas remis de photo, sur la côte de la Vierge, qui était très importante, que les chalutiers saluaient au passage. On a également autre monument, le bâtiment de l'ex-Morue Normande, donc qui était une filiale des pêcheries de Fécamp, et qui a été rénové et qui aujourd'hui abrite le musée des pêcheries. Donc ce bâtiment a été rénové entre 2008 et 2018 et qui remplace l'ancien musée qui était présent en front de mer, qui est aujourd'hui une école d'art plastique, il me semble. Mais au lieu de détruire ce bâtiment, donc l'usine Morue Normande a fermé, au lieu de détruire le bâtiment qui tombait vraiment en décrépitude, on a choisi de le rénover et d'en faire le musée, point central, puisque pour ceux qui connaissent Fécamp, il est situé un peu sur la presqu'île, là en plein milieu du port, et il est visible en fait, il est vraiment très central dans la ville de Fécamp. Donc ça c'était pour les lieux. Après on retrouve plein d'autres petites choses un petit peu plus subtiles. Par exemple, vous aviez sur le port le célèbre Boumenteux, qui était ce petit muret où les marins venaient s'asseoir pour raconter tout un tas d'histoires qui relevaient le plus souvent du mensonge que de la vérité,
mais qui était un lieu qui était quand même très connu des Fécampois. Le nouveau calvaire, bien évidemment, là on s'est rendu compte que, enfin les élèves aussi se sont rendus compte que le calvaire, donc il est tombé, il était sur la falaise, initialement il était ici. Les marins avaient demandé qu'il soit décalé un petit peu plus proche de la falaise parce qu'ils ne le voyaient pas assez bien. En fait, en partant en mer, ils ne le voyaient pas assez bien, et même en revenant. Donc ils avaient demandé à ce qu'il soit décalé. Avec l'érosion, donc mois de février, il est tombé. Et très vite, finalement, il a été remis. Parce que vous voyez que là, le nouveau calvaire a été réinstallé le 27 juin sur la côte de la Vierge. Il a été inauguré ensuite pour les bénédictions de la mer. Et il a été financé par la Caisse de secours des marins. Donc ça a été très très vite finalement, et ce qui montre l'importance aussi de ce lieu. Pour ce qui est des mémoires, alors on a plusieurs éléments pour l'aspect mémoire. Donc on retrouve comme point central le musée des pêcheries qu'on vient de voir. Il a une riche collection, le musée des pêcheries, il attire et il est surtout très dynamique, il organise beaucoup d'expositions, comme là vous avez un exemple, bon 2007 ça date un peu mais il y en a eu beaucoup plus depuis, mais celle-ci elle nous intéresse tout particulièrement, une exposition Femmes de marins, compagnes de pêche, qui a été faite à partir d'une campagne de témoignages oraux réalisée, collectée par Florence Levert, qui parle là cette fois-ci véritablement, qui se concentre sur les femmes. Mais voilà, très régulièrement, il y a des manifestations qui sont organisées au musée des pêcheries, qui est quand même un endroit très très central pour la mémoire. On retrouve également l'aspect associatif. Donc il y a deux associations qui sont, il y en a plusieurs, mais celles-ci elles sont vraiment très actives. C'est l'association Fécamp-Terre-Neuve, qui est plutôt pour le côté un peu scientifique, et l'association des Terre-Neuvas, qui est là plutôt pour le côté un peu sociabilité des vétérans. Mais tous œuvrent quand même assez activement pour entretenir le souvenir du grand métier. Et ce qui est d'ailleurs pas toujours très facile. Puisque les associations, là, surtout ces deux-là, elles ont quand même une très grande volonté d'entretenir les différents sites et elles sont parfois en confrontation avec la municipalité qui n'a pas les mêmes priorités qu'eux. Et c'est le cas pour la chapelle des marins. Notre-Dame du Salut, on vous en parle depuis le début. Et ben, si demain vous allez à Fécamp et que vous voulez visiter Notre-Dame du Salut, ben, vous ne pouvez pas. Parce qu'elle est fermée, elle a été fermée sur arrêté, elle est en très très mauvais état, hein, donc on ne peut plus rentrer dedans, on ne peut plus voir les ex-voto, on ne peut plus se recueillir si on le souhaite, et donc ce qui est quand même assez problématique, et donc les associations se battent pour essayer de faire quelque chose. Et ce qui nous intéresse, nous, pour le programme AGGSP, c'est cette idée de préservation du patrimoine dans une démarche citoyenne et participative. Donc les associations, assez régulièrement, lancent des démarches, voilà, justement, des souscriptions, voilà, cherchez le mot. Vous avez une cagnotte Litchi qui avait été faite, et là, on vous a mis l'exemple d'une soirée organisée pour la chapelle des marins au casino, qui a collecté environ 82 000 € pour la chapelle. Malheureusement, c'est pas suffisant pour tous les travaux qu'il y a à faire, mais on voit bien qu'il y a cette volonté de participer à la rénovation des différents sites. Et pour ce qui est de la mémoire, il y a d'autres campagnes de témoignages qui sont menées assez régulièrement par des universitaires, par exemple l'ethnologue Jean-Pierre Castelin de l'Université du Havre, qui a fait aussi des campagnes de collecte, puisqu'il est important, même s'il reste encore des derniers vétérans, si je peux dire ça comme ça, mais bon, un jour il n'y en aura plus. Donc c'est important aussi de collecter cette mémoire. Et enfin, dernier groupe, au niveau des pratiques, alors là les élèves avaient plus d'idées parce qu'ils ont l'habitude de participer à plusieurs fêtes autour de la mer, hein. Ils vont à la fête du hareng, ils vont à la fête de la mer, et ils connaissent également la Saint-Pierre, même s'ils n'y participent pas forcément directement, ils connaissent la Saint-Pierre des marins. Et aujourd'hui, la Saint-Pierre des marins à Fécamp, c'est quand même l'occasion d'attirer un public plus large que le public de marins. Et on a l'impression quand même d'une volonté de la ville d'assurer une promotion touristique de la ville à travers ces moments. Donc la Saint-Pierre des marins, elle avait pris fin dans les années 60 et elle a été remise en avant en 1999 et depuis elle est rééditée chaque année. Donc elle a été restaurée justement sous l'impulsion de l'association des Terre-Neuvas. Et elle relève toujours, alors c'est toujours au mois de février, et elle relève toujours de la forte religiosité des marins de grande pêche, mais cette fois-ci on est un petit peu entre folklore et revisitation festive. Donc chaque année, vous avez quand même le défilé, alors
période Covid mis entre parenthèses, mais là vous avez une photo de celle de cette année, en 2023, on a quand même la messe à Saint-Étienne, on a le défilé, on a la statue de la Vierge, quelques ex-voto, on a quand même cette idée religion qui est toujours présente, mais autour de ça, on a également beaucoup de manifestations culturelles qui sont organisées. Par exemple, cette année, au musée des Pêcheries, il y avait tout un cycle de conférences qui nous intéressait, nous, très particulièrement avec nos élèves, qui était sur l'anniversaire des constructions de la Belle Poule et de l'Étoile. Donc on pouvait suivre tout un cycle de conférences sur les deux goélettes. Et à la Maison du Patrimoine, une exposition qui était organisée. Donc là, c'était sur les photos de Jean Kremzinski à Terre-Neuve. Donc il y avait toute une expo photo à la Maison du Patrimoine qui était intitulée « La mer est mon métier ». Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a une volonté quand même de la ville de Fécamp de mettre en avant aussi ce passé maritime dans une démarche qui est quand même très touristique. Il n'y avait pas une usine qui prenait le poisson et qui s'en occupait et que c'était des femmes? Oui, les pêcheries. Oui, les pêcheries. Oui, c'est ça. Et par rapport à la place des femmes, c'est pas terminé. On va terminer et on répondra à vos questions sans souci, bien au contraire. La suite du projet, rapidement, rencontre avec un marin, pas un Terre-Neuve évidemment parce que il est trop jeune, mais par contre un marin qui a fait des campagnes, de longues campagnes de pêche. Rencontre avec quelqu'un qui promeut les champs de marins et qui est en train de faire des démarches pour que les champs de marins de la côte ouest française soient au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc il y a tout un dossier là qui est en train d'être rédigé et a priori les élèves vont pouvoir le rencontrer. Évidemment le musée de pêcherie, Camille vous en a parlé. L'idée ensuite, c'est de constituer deux groupes autour d'une problématique qui est, en fait, comment est-ce que la société de Fécamp, mais la société de ce littoral, s'est construite finalement, s'est bâtie sur cette idée d'absence et cette idée d'angoisse, qui est toujours présente en fait. On donnera un exemple tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on bâtit une société locale, fécampoise, sur cette notion? Et on va faire travailler nos élèves en deux groupes. Un groupe sur angoisse, peur, absence vue de la mer, et angoisse, peur, absence vue du côté de terre. En s'aidant évidemment des archives de Fécamp, évidemment, recherche aux archives. L'idée étant de refaire du lien local, familial, régional, avec une représentation théâtralisée où la scène sera divisée en deux. D'un côté, les élèves qui auront travaillé sur la terre, de l'autre côté, les gens de mer, et où chacun se renverra des textes de témoignage justement sur qu'est-ce qu'on vit à terre, qu'est-ce qu'on vit en mer, quand on est séparé de si longs mois, en fait. Bon. C'est bon? Et alors pour ça, on a une autre petite vidéo toute courte. Alors, exemple un petit peu de ce qui... Enfin, normalement. C'est il y a plus d'un demi-siècle, à l'époque, où Fécamp vivait de la grande pêche. Les départs vers Terre-Neuve rythmaient la vie de la cité, des marins et de leurs familles. À plus, c'est l'heure de la séparation. Cette image qui est émouvante pour la famille Saint-Martin, puisque le marin ici présent disparaîtra quelques années plus tard sur le bateau de Jean Bougie. Il est quelque part immortalisé sur cette scène, mais sur les adieux qui ne se disent pas, mais sur les au revoir poignants. À cet instant, derrière l'objectif pour capturer ses regards et ses émotions, Pierre Bergouin, un photographe fécampois. Ces clichés resteront ignorés de tous jusqu'en 2015 où la ville acquiert plus de 30 000 négatifs. Ça a une valeur extraordinaire puisqu'il s'agit d'un instantané de la société et de la vie locale. C'est un photographe que l'on peut qualifier de photographe humaniste, présent dans son siècle,
et quelque part soucieux de transmettre déjà des grandes tranches d'émotions. Aujourd'hui, les Fécampois redécouvrent ce passé. Ça me rappelle des beaux souvenirs. On pleurait quand même parce que c'était émouvant quand le bateau sortait des chiquets et sonnait la corne pour saluer d'abord la chapelle des marins et le calvaire des marins. Et en fin de compte, dire au revoir à tout le monde pour 3 mois, voire 5 mois. Ah ben ça fait du bien de revoir, on se rappelle la jeunesse, mais ça fait quand même quelque chose de les voir. Là, on les, vous voyez, là, celui-là, je le connais, mais je vous dirai un peu long. Alors, j'ai posé le questionnaire sur les familles à une classe de seconde, et je l'ai posé en classe, et je n'aurais pas demandé d'en parler avec leur famille, pour voir un peu. Il s'avère que sur ces questionnaires, aucun élève, très peu, avait conscience de ce qui s'était passé avec le calvaire. Très peu savaient si leur famille était une famille de marins, une famille de terre de bain. Très peu. Quand on a fait la même chose avec les terminales et qu'on a permis aux élèves de remplir le questionnaire avec les familles, on n'a pas du tout eu les mêmes réponses. Donc il s'avère que nous, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, la transmission, là, au niveau de la famille, elle est plus aussi importante que pour notre génération, par exemple. Donc, d'où l'importance de ce travail. Puis quand on voit la dernière petite vidéo, on voit bien que c'est important. C'est un groupe d'élèves, une génération, si je généralise, qui découvre, qui est en train de redécouvrir en fait ce patrimoine et cette mémoire. Aujourd'hui, ça reste quand même extrêmement vivant parce que, par exemple, il y a en février 2022, un bateau a coulé au large de Fécamp, portant 3 marins, dont un apprenti qui était dans notre lycée, un lycée Anita Conti, mais ils viennent à l'internat dans notre lycée. Et donc, ce jeune apprenti marin n'a pas été retrouvé. Donc, vous voyez, l'année dernière, 3 marins meurent en mer au large de Fécamp. Un des corps n'est pas retrouvé et on retombe, on sent de nouveau cette atmosphère pesante. Moi, dans ma famille, on se demandait alors est-ce qu'ils l'ont retrouvé, alors est-ce qu'ils l'ont retrouvé. Enfin, il y a cette chose, cette mémoire qui finalement est beaucoup plus vivace qu'on ne le pense. Et les élèves là ont été un peu touchés quand ils connaissaient évidemment ce jeune garçon qui n'est pas revenu de cette campagne de pêche, de cette sortie où il apprenait son métier. On s'aperçoit aussi que le calvaire effectivement a été remis extrêmement rapidement. Et le marin qui va venir parler à nos élèves me disait, il n'est pas croyant, mais il me disait, je ne sortirai pas du port sans saluer le calvaire et Notre-Dame, la chapelle. Je ne sortirai pas. Je ne suis pas croyant, mais je dois saluer et lui demander de me ramener au port. Et quand je rentre, je dois la saluer le calvaire et lui remercier d'être revenu. Alors qu'aujourd'hui, il ne part plus du tout, il part à la journée. Enfin, il part quelques jours. Donc vous voyez bien, ça reste extrêmement vivant. Cette peur aussi, qui a fait qu'au niveau social, il y a un impact par rapport également aux liens femmes, hommes et femmes, et au rôle de chacun. Il y a la peur de ne pas revenir. Il y a la peur que son mari, son frère, son père, son fils ne reviennent pas. Il y a cette peur-là. Il y a la peur de ne pas être là pour les moments importants. Ça c'est une histoire familiale, mais mon grand-père me disait, je suis partie, lui il partait sur les longues campagnes, il partait plusieurs mois, il est parti, il avait une fille, il est revenu, il n'avait plus d'enfant, et il n'avait pas su que sa petite fille était décédée. Et c'est quelque chose qui dans ma famille était encore très présent et très pesant.
j'ai pas du tout connu, j'ai connu mon grand-père évidemment, c'est quelque chose qui restait en lui de manière très pesante, enfin très présente quoi, de ne pas avoir pu être là, de ne pas avoir pu être là avec sa femme à ce moment-là. Peur aussi de l'absence, effectivement, d'une absence ponctuelle ou d'une absence définitive, le fait qu'il n'y ait parfois pas de corps également, et puis peur également de se retrouver. Parce que quand on vit séparé pendant plusieurs mois, il y a aussi la peur de se retrouver et de réapprendre à vivre ensemble dans les familles. Des femmes qui étaient très autonomes, hein, de fait, parfois très surveillées. On n'a pas parlé, mais le départ de pêche, c'était en février. On calculait les 9 mois pour savoir, vous comprenez bien, au niveau des enfants, c'était des calculs qui étaient faits. La femme du capitaine, elle avait un rôle où elle devait un peu surveiller les femmes des marins qui accompagnaient son mari, hein, un petit peu ce rôle social et hiérarchique. Donc en fait, aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'extrêmement présent. Nos élèves sont en train de le découvrir et de découvrir du coup ce que c'est qu'un patrimoine matériel, mais aussi immatériel, et ce que c'est que la patrimonialisation à travers cet exemple de leur famille et de leur village ou petite ville. Voilà. Alors si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est toujours la première, elle est pareil. Et justement, pour reprendre la question par rapport aux femmes qui travaillent, les femmes, elles ne faisaient pas rien quand les maris étaient en danger, certes. Mais, ah non, elle ne faisait pas rien. Alors vous aviez... Pourquoi parce que ça me paraît aussi intéressant oui, pour des élèves de savoir que, d'accord, il y en a une partie, mais ce qui reste, ils font aussi quelque chose. alors ça va être la suite justement. Quand on a expliqué qu'on allait diviser la classe en deux, ceux qui vont travailler sur ATER vont travailler sur les femmes. Et c'est pour ça qu'on vous a montré l'exposition là sur femmes de marins, puisqu'ils vont travailler justement sur comment vit la femme et comment elle travaille. Il y avait les ramondeuses, il y avait les filetières, voilà, il y avait plusieurs métiers autour de la pêche. Alors elles ne faisaient pas toutes des métiers en rapport avec la pêche. Là, vous avez l'exemple elle est couturière, il me semble. Mais on va travailler justement sur, voilà, il y a un groupe qui va travailler sur les femmes et leur situation. Et d'ailleurs, les hommes marins ont commencé à refuser à partir trop longtemps, à partir du moment où les femmes ont pu passer leur permis de conduire, et à partir du moment où les femmes ont pu commencer à travailler en dehors des pêcheries et en dehors de Fécamp. Et en dehors, parce que là, on a commencé à avoir une autonomie qui inquiétait les hommes. Voilà, le fait de pouvoir côtoyer d'autres personnes que finalement le milieu marin, d'autres femmes de marins, elles commençaient à pouvoir avoir une autonomie qui inquiétait beaucoup les hommes. Et on ne vous a pas parlé, mais les marins parlent aussi du mal de terre, qui est ce moment où ils quittent les bancs de poissons, hein, où ils rentrent, où donc ils sont moins occupés, et ils commencent à se demander ce qui s'est passé à terre pendant leur absence. Et là, l'angoisse de leur côté commence à monter. Est-ce que mes parents sont encore vivants? Est-ce que ma femme est toujours là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème à la maison? Est-ce que... voilà. Et ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, le mal de terre. C'est-à-dire ce moment où ils rentrent et où l'angoisse de ce qu'ils vont retrouver commence aussi à les... Et on a parlé avec... on a eu la chance de pouvoir visiter un sous-marin nucléaire. On a parlé avec l'équipage qui part eux aussi 3 mois sans pouvoir avoir de contact du tout avec leur famille. Et en fait, c'est la même chose. Ils ressentent la même chose. Ils nous ont parlé de la même chose. Ce mal de terre, c'est-à-dire le moment où la mission est terminée, où on commence à pouvoir penser au retour, et où du coup l'angoisse de ce qu'on va trouver revient. Et là aussi, le commandant du sous-marin, enfin le boss, je ne sais plus comment, nous avait dit, en fait quand ils partent, ils doivent remplir un papier où ils doivent dire ce que l'on pourra leur annoncer ou pas.
C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que si on a une très mauvaise nouvelle, on vous l'annonce, ou qu'on vous l'annonce au retour? Comment vous voulez gérer les mauvaises nouvelles, sachant que sur les sous-marins, enfin, mais c'était la même chose sur les bancs de Terre-Neuve. Enfin, le capitaine avait parfois quelques nouvelles quand il rencontrait un bateau de la marine, etc. Mais c'était très peu, il n'y en avait pas. On avait mis un télégramme, l'annonce d'une nouvelle, d'une naissance, voilà, mais c'était extrêmement rare. Et en fait, chaque marin décide s'il veut qu'on lui annonce avant le retour ou pas. Et dans ces cas-là, on respecte sa volonté s'il y a une mauvaise nouvelle Alors c'est surtout les mauvaises nouvelles. Parfois, il y a aussi l'annonce de naissance, etc. Mais quand on en a discuté avec eux, on a retrouvé en fait les mêmes problématiques de la gestion de l'absence, à terre ou en mer d'ailleurs. On va pouvoir conclure. Bienvenue à Fécamp quand vous voulez, ceux qui ne connaissent pas.